Le lendemain, je me réveillais avec un nœud dans l'estomac. 12h30, Sophie viendrait, avec quelque chose d'important à dire. Je préparais un déjeuner simple, salade niçoise, pain frais, fromage. Tout en cuisinant, mes mains tremblaient. Allait-elle m'annoncer une grossesse, une mutation professionnelle, ou pire? Avait-elle découvert quelque chose sur Marguerite? À 12h25, la sonnette retentit. Sophie entra, rayonnante dans un manteau camel, écharpe Hermès. Elle m'embrassa. « Ça sent bon. Tu as fait ta salade spéciale ?»« Oui. Installe-toi. » Nous mangeâmes en bavardant. Elle parlait de son nouveau projet d'architecture. Un immeuble écologique dans le 13e. Damien négociait un gros contrat. Tout allait bien. Puis, au dessert, elle devint sérieuse. « Maman, je voulais te dire quelque chose, et j'espère que tu ne seras pas fâchée. » Mon cœur bondit. « Quoi donc ?» Damien et moi, on a décidé de chercher une maison, en banlieue, peut-être Versailles ou Saint-Germain-en-Laye, avec un jardin, pour les enfants qu'on prévoit. Je respirais. Ce n'était que ça. C'est merveilleux, ma chérie. Tu es sûre? Tu ne seras pas triste qu'on soit plus loin. Non, vous avez besoin d'espace, c'est normal. Et puis, elle hésita. Il y a autre chose, quelque chose de bizarre. Mon sang se glaça. Bizarre comment? Tu te souviens de cette femme au mariage? Marguerite Duchamp, la cousine de papa? Mes mains se crispèrent sur ma serviette. Oui, pourquoi? Elle m'a écrit un message sur Instagram. Elle dit qu'elle aimerait me revoir, qu'elle se sent proche de moi. C'est étrange, non? Mon monde bascula. Marguerite avait contacté Sophie, sans me prévenir. Qu'as-tu répondu? Ma voix était tendue. Rien encore. Je voulais t'en parler d'abord. Tu la connais bien, cette cousine? Pas vraiment. Famille éloignée. Parce que je l'ai cherchée sur Internet. Il n'y a aucune trace d'une Marguerite Duchamp dans la famille de papa. J'ai appelé tante Isabelle, elle ne sait pas qui c'est. La vérité remontait, inexorablement. Sophie. Je pris une grande inspiration. Il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Elle me regarda, inquiète. Maman, tu me fais peur. Marguerite n'est pas une cousine. Elle est ta sœur. Silence absolu. Sophie me fixait comme si j'avais parlé chinois. Quoi? Ta sœur jumelle. Le verre de vin de Sophie tomba, se brisa sur le parquet. Vin rouge qui coulait comme du sang. Ce n'est pas drôle, maman. Je ne plaisante pas. Ma voix tremblait. Tu avais une sœur jumelle. Je croyais qu'elle était morte à la naissance. Mais elle a été volée, par le médecin, vendue. Et je viens de la retrouver il y a 3 semaines. Sophie se leva brusquement. Tu es en train de me dire que j'ai une jumelle? Que tu as cachée pendant toute ma vie? Je ne savais pas. Je te jure, Sophie. Je croyais qu'elle était morte. Et cette femme au mariage, c'était elle? Oui. Tu l'as invitée à mon mariage sans me dire qui elle était? Sophie hurlait. Ses mains tremblaient. Son visage était rouge de colère et de choc. Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu m'as menti toute ma vie? Que j'ai une sœur jumelle qui vit dans la misère pendant que moi j'avais tout? Ce n'est pas ta faute. Mais c'est ta faute à toi. Elle pointait un doigt accusateur. Tu aurais dû vérifier, te battre, chercher. Je sais, tu as raison, j'ai échoué. Sophie s'effondra sur le canapé, tête dans les mains. Des sanglots violents la secouaient. J'ai une sœur, elle répétait. Une jumelle, mon Dieu, mon Dieu. Je m'agenouillais devant elle. Sophie, écoute-moi. Marguerite est brisée. Elle a vécu un enfer. Elle t'en veut. Elle t'envie. Mais au fond, elle veut juste t'appartenir, être ta sœur. Pourquoi elle ne me l'a pas dit au mariage? Elle avait peur que tu la rejettes, peur de ruiner ton bonheur. Sophie leva les yeux, rouge et gonflée. Je veux la voir, maintenant. Sophie, attends, tu es en colère, laisse-toi du temps pour... Maintenant. Son ton était sans appel. Appelle-la, dis-lui de venir, ou donne-moi son adresse. Je sortis mon téléphone, composai le numéro de Marguerite. Elle décrocha à la 3e sonnerie. Marie-Claire?
Marguerite, Sophie sait, elle veut te voir. Silence, respiration saccadée. Comment? Comment elle a su? Tu l'as contactée sur Instagram. Merde, je ne réfléchissais pas, j'ai juste voulu. Peu importe, elle veut te voir, maintenant. Tu peux venir chez moi? Oui, je prends le RER, j'arrive dans 1 heure. D'accord, on t'attend. Je raccrochais. Elle arrive. Sophie ne répondait pas. Fixait le vide. Je nettoyais le verre cassé, le vin renversé. Le silence était insoutenable. 50 minutes plus tard, la sonnette retentit. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. J'ouvris. Marguerite était là. Cheveux attachés en queue de cheval, jean usé, pull gris, basket trouée. Elle tremblait de tout son corps. « Elle est là ?» murmura-t-elle. « Oui, dans le salon. » Nous entrâmes. Sophie se leva. Les 2 sœurs se firent face. Le silence était assourdissant. Elles se regardèrent. Vraiment. Pour la première fois en connaissance de cause, mêmes yeux verts, même nez, même bouche, même fossette au menton, même cicatrice à la sourcille. « Mon Dieu !» Sophie murmura. « C'est comme me regarder dans un miroir déformant. » « Déformant ?» Marguerite rit amèrement. « Oui, la version ratée. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire, c'est évident. Arrête ça. » Sophie s'avança. « Tu n'es pas ratée, tu es ma sœur. Tu ne me connais même pas. Alors apprenons à nous connaître. » Marguerite recula. « Non, tu ne veux pas me connaître. Je suis abîmée, amère. Je vais juste salir ta belle vie. »« Ma belle vie ?» Sophie explosa. « Tu crois que je me sens bien maintenant, sachant que pendant 29 ans j'ai eu tout, alors que toi, tu avais rien? Je me sens coupable, terriblement coupable. C'est pas ta faute. Ce n'est pas la tienne non plus. » Sophie pleurait maintenant. On est toutes les 2 victimes de ce médecin, de ce système. Mais on est sœurs, on est jumelles. On aurait dû grandir ensemble. Mais on ne l'a pas fait. Alors rattrapons le temps perdu. Marguerite secoua la tête. Tu ne comprends pas, je ne sais pas comment être une sœur. Je ne sais pas comment avoir une famille. J'ai passé 40 ans seule. Sophie s'approcha, prit les mains de Marguerite. Alors on apprendra, ensemble, lentement, imparfaitement, mais ensemble. Marguerite s'effondra. Sophie l'attrapa. Les 2 sœurs s'enlacèrent, pleurant dans les bras l'une de l'autre. 40 ans de séparation, 40 ans de mensonges, 40 ans de douleur. Tout coulait maintenant. Enfin, je les regardais, moi aussi en larmes, mes 2 filles, enfin réunies. « Je suis désolée, » je murmurai, tellement désolée. Sophie me tendit la main. « Viens, maman. » Je les rejoignis, les 3 Beaumont, mère et fille, enfin complètes. Nous restâmes ainsi longtemps, puis Sophie demanda « Raconte-moi tout, depuis le début. » Et Marguerite raconta. Les foyers, les abus, la solitude, la recherche, la douleur. Sophie écoutait, pleurait, serrait la main de sa sœur. « Je vais t'aider, » elle dit finalement. « Appartement décent, études si tu veux, travail moins pénible. Tu ne seras plus jamais seule. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une sœur qui rattrape le temps perdu. » Elles se regardèrent, un sourire fragile sur leurs lèvres. « D'accord, » Marguerite murmura. « D'accord. » Ce soir-là, nous dînâmes toutes les 3. Sophie appela Damien, lui expliqua tout. Il vint nous rejoindre, choqué mais compréhensif. Antoine et Julien furent appelés. Vinrent, rencontrèrent leur sœur cachée, choqués, émus, accueillants. Noël cette année-là fut différent. 5 enfants autour de la table. Pas 4. Marguerite, timide, silencieuse, mais présente. Sophie lui offrit une clé de son appartement. « Tu viens quand tu veux, c'est aussi chez toi. » Marguerite pleura. « Merci. » Les mois suivants furent difficiles. Thérapie pour Marguerite, conversations douloureuses, crises, rechutes, mais aussi progrès. Marguerite qui souriait, qui appelait Sophie, qui m'appelait maman sans hésiter. Sophie qui présentait Marguerite à ses amis. « Ma sœur jumelle. On vient de se retrouver. » Et moi, les regardant toutes les 2 rire ensemble, jouer au Scrabble, se disputer gentiment. Mes filles, mes 2 filles,
40 ans trop tard. Mais enfin ensemble. Un soir, Marguerite me demanda « Tu regrettes de m'avoir cherché ? Ta vie serait plus simple si tu étais resté dans l'ignorance. » « Non, » je répondis fermement. « Ma vie serait vide, incomplète. Tu es mon cadeau inattendu, mon miracle tardif. » Elle sourit. « Merci, pour ne pas avoir abandonné. Jamais, plus jamais. » Et je tins cette promesse, jusqu'au bout. 3 jours avant le mariage de ma fille, le vidéaste m'a appelé. « Bonjour, avant de commencer cette histoire qui a changé ma vie pour toujours, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de commenter ci-dessous de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Votre participation est très importante pour moi. Merci, et voici l'histoire. Je m'appelle Marie-Claire Beaumont. J'ai 67 ans, des cheveux grisonnants attachés en chignon élégant, des mains marquées par le temps, mais encore fermes pour tenir un verre de vin. Je vis seule depuis une décennie, depuis que mon mari Philippe est mort d'une crise cardiaque foudroyante dans notre appartement de l'avenue Montaigne, dans le 8e arrondissement de Paris. J'ai construit un empire. Joaillerie Beaumont, 5 boutiques sur la place Vendôme, des clients du monde entier. J'ai élevé 3 enfants seuls après mon veuvage. Antoine, 42 ans, avocat, Julien, 38 ans, médecin, et Sophie, ma cadette de 29 ans, architecte brillante et passionnée. Sophie allait se marier samedi. 3 jours. Seulement 3 jours me séparaient de la voir marcher vers l'hôtel avec Damien Laurent, entrepreneur en technologie, 34 ans, famille traditionnelle de Lyon. Un homme éduqué, prospère, amoureux. Trop parfait, je pensais parfois, mais j'écartais la méfiance. Sophie était radieuse. 2 ans de relation. Il la traitait comme une princesse. C'était un mardi pluvieux d'octobre. Paris était gris, le genre d'après-midi où la lumière meurt avant 17 heures. J'étais dans mon bureau privé de l'appartement, entouré de catalogues de bijoux anciens. Sur la table en acajou reposait l'écrin contenant le collier de perles que ma grand-mère avait porté à son mariage en 1920. Sophie le porterait samedi, une tradition familiale que j'avais préservée avec fierté. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. J'hésitais, puis répondis. « Madame Beaumont ?» Une voix masculine, jeune, tremblante. « C'est Julien Moreau, le vidéaste, celui que vous avez engagé pour filmer les préparatifs du mariage. »« Oui, Julien, un problème technique ?» Silence. Trop long. Mon estomac se noua. « Madame, j'ai besoin que vous veniez à mon studio, tout de suite, seule. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai trouvé quelque chose dans les images, quelque chose d'impossible. Vous devez voir ça avant samedi. » « Impossible comment ?» Mon ton était ferme, mais ma main tremblait. « Je ne peux pas en parler au téléphone. S'il vous plaît, venez. » Et il hésita. « Ne dites rien à Sophie pour l'instant, pas avant que vous ayez vu. » Il raccrocha. La pluie frappait les fenêtres comme des doigts impatients. J'étais une femme d'affaires aguerrie, j'avais négocié avec des oligarques russes, des cheikhs arabes, des collectionneurs japonais. Je ne me laissais pas impressionner facilement. Mais ce ton dans la voix de Julien, ce n'était pas un problème technique, c'était de la peur. Je pris mon manteau Burberry, mon parapluie noir, et appelai mon chauffeur. Montmartre, studio lumière sur la rue Le Pic. 40 minutes plus tard, j'arrivais devant un petit immeuble parisien typique, façade en pierre de taille, volet vert. Le studio de Julien était au 3e étage. Pas d'ascenseur. Je montais les escaliers étroits, mes talons claquant sur le bois ancien. L'odeur de peinture fraîche et de café réchauffé flottait dans l'air. Julien m'ouvrit avant que je frappe. Il avait 28 ans environ, barbe de 3 jours, cheveux en bataille, cernes profonds. Il portait un jean délavé et un pull noir. Il ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Madame Beaumont, merci d'être venue. » Il referma la porte et la verrouilla. Mes sens s'aiguisèrent. « Julien, qu'est-ce qui se passe ?» Il me guida vers son espace de travail. 3 écrans d'ordinateur, des lumières LED et blanches, des câbles partout, des disques durs empilés. Une fenêtre donnait sur les toits de Montmartre. La pluie ruisselait sur les ardoises grises. J'ai filmé l'essayage de la robe de Sophie hier, vous vous souvenez? Il s'assit, cliqua sur un fichier. Chez la couturière,
rue de la Paix. Ensuite, j'ai filmé le déjeuner avec ces demoiselles d'honneur au restaurant L'Ambroisie, puis la promenade à Versailles avec Damien. J'acquiesçais. Sophie m'avait raconté sa journée, heureuse, excitée. Quand j'ai commencé à éditer ce matin, j'ai remarqué quelque chose. Il appuya sur play. L'écran central s'illumina. Sophie, dans sa robe de mariée, dentelle française, traîne de 3 mètres, perles cousues main. Elle souriait devant le miroir, tournait sur elle-même. La couturière ajustait l'ourlet. Les demoiselles d'honneur applaudissaient. Regardez le fond, à gauche, près de la vitrine. Julien zooma. Mon cœur s'arrêta. Une femme, debout à l'extérieur, regardant par la vitrine. 40 ans environ, mince, visage émacié, cheveux grisonnants attachés en queue de cheval. Elle portait un manteau gris usé, écharpe marron décolorée. Mais ce n'était pas sa présence qui me glaça. C'était son regard, fixe, intense, vide et affamé à la fois. Elle regardait Sophie comme si elle voulait entrer dans sa peau. Une passante curieuse ? Je tentais de rationaliser. Attendez. Julien changea de fichier. Restaurant L'Ambroisie, 2 heures plus tard. Même femme, assise seule à une table dans le fond. Elle ne mangeait pas. Elle fixait Sophie. Autre fichier. Versailles, après-midi. Même femme, cachée derrière un groupe de touristes japonais. Toujours ce regard. 3 lieux différents, 4 heures d'écart. Elle était là, à chaque fois. Julien me regarda. Mais ce n'est pas tout. Il ouvrit un dossier. J'ai revu toutes mes vidéos des 2 derniers mois, les essais photos au Jardin du Luxembourg, le dîner de fiançailles au Ritz, la séance chez le fleuriste, la dégustation de gâteaux. Il fit défiler, image après image. La même femme, toujours là, toujours en arrière-plan, toujours fixant Sophie. « Elle suit ma fille », je murmurais. Ma gorge était sèche. Madame Beaumont. Julien zooma sur le visage de la femme. Mes jambes faillirent céder, les yeux, vert amande, la fossette au menton, la petite cicatrice sur le sourcil gauche. C'était comme regarder Sophie dans 20 ans, ou plutôt, comme regarder un fantôme que j'avais enterré il y a 40 ans. Qui est-elle ? Julien chuchota. Je ne pouvais pas parler. Mes mains tremblaient violemment. Mes lèvres formèrent un nom que je n'avais pas prononcé depuis 4 décennies. Marguerite. Julien fronça les sourcils. Qui ? Je m'effondrais sur une chaise. Mon monde venait de basculer, parce que Marguerite Beaumont était morte. Je l'avais enterrée. J'avais pleuré sur sa tombe pendant 40 ans. Mais cette femme dans les vidéos, c'était elle. C'était ma fille morte. Ou du moins, celle que je croyais morte. Je ne bougeais plus. Mes yeux fixaient l'écran, le visage de cette femme figé dans le zoom. Julien attendait une explication, mais comment expliquer l'impossible ? Comment dire à un étranger que je regardais le visage de ma fille morte ? Madame Beaumont ? Julien toucha doucement mon épaule. Vous la connaissez ? Je fermai les yeux. Les souvenirs déferlèrent comme une vague glacée. 12 mars 1984. J'avais 27 ans. Enceinte de jumelles. Mon ventre énorme, mes chevilles enflées, Philippe qui me tenait la main en murmurant « 2 filles, Marie-Claire. Nous aurons 2 princesses. » Le travail avait commencé 3 semaines trop tôt, douleur fulgurante à 3 heures du matin. Philippe m'avait conduite en urgence à la maternité Port-Royal, 5e arrondissement. Médecin qui courait, lumières aveuglantes, cris. La première bébé était sortie à 6h47. Sophie, parfaite, rose, hurlant de vie, l'infirmière l'avait posée sur ma poitrine. Une belle fille, madame. La deuxième. Silence. Trop long. Les médecins s'agitaient. Le moniteur bipait frénétiquement. « 2e bébé en détresse ! Rythme cardiaque, chute !» Puis rien. Silence total. Le docteur Henri Lavelle était sorti de la salle d'accouchement, masque abaissé, regard grave. « Madame Beaumont, je suis désolé, votre 2e fille n'a pas survécu. Problème cardiaque et respiratoire sévère. Nous avons tout tenté. » J'avais hurlé. Philippe avait pleuré. Il m'avait montré un petit corps enveloppé dans une couverture blanche, violacé, immobile, froid. Elle a vécu 40 minutes. L'infirmière avait murmuré. « Si vous voulez lui donner un nom pour le registre. »
Marguerite, j'avais sangloté. Comme ma grand-mère, ils avaient emporté le corps. Enterrement anonyme dans le cimetière de Thiaï, section des nourrissons. Une petite pierre tombale. Marguerite Beaumont, 12 mars 1984. 40 minutes de vie. Je m'y rendais chaque année, déposais des roses blanches, pleurais ma fille perdue. Mais maintenant cette femme dans les vidéos. Madame, Julien insista. J'ouvris les yeux. Imprimez cette photo, la plus nette possible. Il obéit. L'imprimante cracha une image A4. Je la saisis. Mes doigts tremblaient tellement que le papier se froissait. Les yeux verts. La cicatrice. Cette cicatrice. Sophie l'avait aussi. Une marque de naissance causée par des complications durant la grossesse gémellaire. Le médecin m'avait expliqué « Les jumelles ont partagé le même placenta. Parfois, cela laisse des marques identiques. » Julien, ma voix était rauque. « Je dois partir. Ne parlez de ceci à personne, surtout pas à Sophie. » Mais qui est personne. Mon ton le fit sursauter. Je me levai, glissai la photo dans mon sac Hermès. « Merci de m'avoir montré. Je vais gérer. » Je sortis dans la pluie battante. Mon chauffeur ouvrit la portière. « À la maison, madame ?»« Non, archives de Paris. Dépêchez-vous. » Le trajet fut un brouillard. Paris défilait par la fenêtre. Sacré-Cœur, Opéra Garnier, Tuileries. Mais je ne voyais rien. Seulement ce visage. Marguerite, vivante. Comment est-ce possible ? Les archives de Paris se trouvaient dans le 19e arrondissement, bâtiment moderne et froid. J'entrais comme une furie, talons claquants sur le marbre. Je veux consulter les registres de naissance et de décès. Mars 1984. Maternité Port-Royal. L'employée, une jeune femme aux lunettes épaisses, me regarda surprise. « Madame, il faut remplir une demande, attendre 48 heures. » Je sortis ma carte American Express noire. « Je paierai ce qu'il faut. C'est urgent. » Elle hésita, puis appela un superviseur. 10 minutes et 500 € plus tard, j'étais dans une salle de consultation privée, entourée de dossiers jaunis. Naissance de Sophie Beaumont. 12 mars 1984, 6h47. 2, 8 kilos. Bonne santé. Décès de Marguerite Beaumont. 12 mars 1984, 7h27. Insuffisance cardiaque et respiratoire. Certificat signé par Dr Henri Lavelle. Je fixai ce nom. Lavelle. Quelque chose remua dans ma mémoire. Où avais-je entendu ce nom récemment ? « Excusez-moi, j'appelais l'employé. Avez-vous des archives sur le docteur Henri Lavelle ? Maternité Port-Royal, années 80 ?» Elle tapota son ordinateur. « Ah oui, un instant. » Elle revint avec des coupures de presse. Mon sang se glaça. Docteur Henri Lavelle condamné à 15 ans de prison pour trafic de bébés. Le Monde, 8 mai 1991. L'article détaillait l'horreur. Lavelle falsifiait des certificats de décès. Il déclarait des bébés morts alors qu'ils vivaient. Les vendait à des familles riches stériles ou à des réseaux d'adoption illégale. Au moins 23 cas confirmés entre 1982 et 1989. Les autorités soupçonnent plus de 60 victimes. L'article montrait une photo de Lavelle, homme dans la cinquantaine, lunettes, sourire arrogant, un monstre déguisé en médecin. Il ciblait particulièrement les naissances gémellaires de familles aisées. Continuait l'article. Il gardait un jumeau, vendait l'autre. Les parents ne soupçonnaient de rien. La salle tournait. Je m'accrochais à la table. Marguerite n'était pas morte. Elle avait été volée. Lavelle m'avait montré un autre bébé mort. M'avait fait croire que c'était ma fille. Et pendant que je pleurais, il vendait Marguerite. À qui ? Où ? Comment avait-elle grandi ? Madame, ça va. L'employé me regardait, inquiète. Ses victimes, les enfants volés. Ont-ils été retrouvés ? Elle chercha. Quelques-uns. 15 enfants ont été localisés et rendus à leur famille biologique. Mais beaucoup n'ont jamais été identifiés. Certains avaient été adoptés légalement après, impossible de les récupérer. D'autres, disparus. Et Lavelle, où est-il ? Morte en prison en 2003. Cancer. Justice tardive, inutile. Je rentrais chez moi dans un état second. Mon appartement me semblait étranger. Les tableaux aux murs, les meubles Louis XVI, les tapis persans, tout était faux. Ma vie était construite sur un mensonge. J'avais une fille vivante,
Une fille que j'avais pleurée pendant 40 ans. Une fille qui me suivait, qui suivait Sophie. Pourquoi maintenant? Pourquoi le mariage? Je m'enfermais dans mon bureau, sortis mon ordinateur portable. Cherchais Marguerite Beaumont Paris. Rien. Cherchais enfant volé Lavelle retrouvé. Une liste, des noms, des histoires tragiques. Je les parcourus frénétiquement. Puis je la trouvai. Un article de 2009, journal local de Créteil. Marguerite Duchamp, 25 ans, découvre qu'elle a été volée à la naissance. Photo floue. Mais c'était elle. Plus jeune, même visage. Marguerite Duchamp a grandi dans des foyers de l'assistance publique après avoir été abandonnée anonymement à la naissance. À 25 ans, elle a demandé son dossier et découvert qu'elle avait été enregistrée sous le nom de Marguerite Beaumont, puis placée illégalement. Elle cherche aujourd'hui sa famille biologique. Elle m'avait cherché. Il y a 16 ans, elle m'avait cherché. Je composais le numéro de mon avocat. Maître Durand, 70 ans, mon conseiller depuis 30 ans. Marie-Claire? Tout va bien? Maître, en 2009, avez-vous reçu une demande de contact d'une femme nommée Marguerite Duchamp? Silence. Trop long. Maître? Ah? Oui, je m'en souviens. Une femme prétendant être votre fille décédée. J'ai pensé que c'était une tentative d'escroquerie. Ces choses arrivent aux familles fortunées. Je lui ai envoyé une lettre de refus. Je ne vous en ai pas parlé pour ne pas vous bouleverser. Mon téléphone faillit glisser de ma main. Vous avez quoi? Marie-Claire, c'est mon travail de vous protéger des... Elle était ma fille. Ma fille vivante! Je hurlais. Des larmes coulaient. Quoi? Mais c'est impossible. Je raccrochais, tremblante, en rage. Marguerite m'avait cherché. J'étais à portée. Et mon avocat l'avait repoussée. 16 ans. 16 ans de plus volée. Je devais la trouver. Maintenant. Avant samedi. Avant que quelque chose arrive. Parce qu'une femme qui suit sa sœur jumelle inconnue pendant 2 mois. Elle veut quelque chose. Et j'avais 3 jours pour découvrir quoi. Je ne dormis pas cette nuit-là. Allongé dans mon lit king size, fixant le plafond orné de moulures dorées, je revoyais le visage de Marguerite en boucle. Chaque ride, chaque cerne, chaque trace de vie difficile gravée sur ses traits. Ma fille volée. À 5 heures du matin, je renonçais au sommeil. J'enfilais un tailleur Chanel noir, attachais mes cheveux et appelais le meilleur détective privé de Paris, un homme que j'avais utilisé pour des affaires délicates dans le passé. Laurent Mercier, ancien commissaire de police, reconverti dans l'investigation privée. Madame Beaumont? Sa voix était ensommeillée. Il est 5h30. J'ai besoin de vous, immédiatement. Je double vos honoraires habituels. 30 minutes plus tard, il était dans mon salon, costume froissé, thermos de café à la main. Je lui donnais la photo imprimée, lui racontais tout. Le trafic de Lavelle, la recherche de 2009, les vidéos de Julien. Je veux que vous la trouviez, aujourd'hui, maintenant. Laurent étudia la photo avec attention. Marguerite Duchamp, dites-vous. Il sortit son ordinateur portable. Ses doigts volaient sur le clavier. Laissez-moi consulter mes bases de données. Je faisais les 100 pas. Le soleil se levait sur Paris, teintant les toits d'orange pâle. La ville s'éveillait, indifférente à mon chaos intérieur. Trouvé, Laurent annonça. Marguerite Duchamp, 40 ans. Adresse enregistrée. Foyer social résidence Espérance, 18 rue du Général Leclerc, Créteil. Mon cœur bondit. Un foyer social? Logement subventionné pour personnes en difficulté économique, elle y vit depuis 8 ans apparemment. Il continua à chercher. Employé par la société NetClean, nettoyage de bureaux, travail de nuit principalement. Salaire minimum. Aucune propriété, aucun véhicule enregistré. Ma fille vivait dans la pauvreté, pendant que moi, sa mère biologique, je dormais dans un appartement de 400 mètres, valant 6 millions d'euros. Autre chose? Laurent fronça les sourcils. Elle a un casier, rien de grave, une arrestation en 2015 pour trouble à l'ordre public. Elle a été retrouvée devant votre boutique de la place Vendôme, refusant de partir. Elle criait qu'elle voulait voir sa mère. La police l'a emmenée. 48 heures de garde à vue psychiatrique. Je m'assis lourdement. Elle est venue me voir.
Votre service de sécurité ne vous en a pas informé? Ils ont dû penser qu'elle était... dérangée. Ma voix se brisa. Mon Dieu, elle a essayé, plusieurs fois. Laurent ferma son ordinateur. Madame Beaumont, que voulez-vous que je fasse exactement? Trouvez-la. Surveillez-la, mais discrètement. Je veux savoir ce qu'elle fait, où elle va, ce qu'elle planifie. Et surtout, je le regardais droit dans les yeux. Je veux savoir si Sophie est en danger. Vous pensez qu'elle pourrait faire du mal à votre fille? Je ne sais pas. Une femme qui suit sa sœur jumelle inconnue pendant des mois. Soit elle veut la rencontrer, soit. Je n'osais pas finir. Laurent hocha la tête. Je m'en occupe. Je vous tiens informé toutes les 2 heures. Il partit. Je restais seule. Le silence de l'appartement était assourdissant. Je devais agir normalement. Sophie ne devait rien soupçonner. Le mariage était dans 2 jours. Je ne pouvais pas tout détruire sur des suppositions. À 9 heures, Sophie m'appela. Sa voix était pétillante de joie. « Maman, tu es réveillée? J'arrive dans 1 heure. On doit finaliser les plans de table, tu te souviens? » « Oui, ma chérie, je t'attends. »« Tu vas bien? Ta voix est bizarre. »« Juste fatiguée. À tout à l'heure. » Je raccrochais avant de craquer. Comment regarder Sophie dans les yeux en sachant qu'elle avait une sœur jumelle vivante? Qu'elles auraient pu grandir ensemble, partager une chambre, des secrets, une vie? Sophie arriva à 10 heures, rayonnante dans une robe d'été blanche. Elle m'embrassa, sentant le parfum Chloé que je lui avais offert pour son anniversaire. Nous nous installâmes dans le salon, entourés de listes, de noms, de plans imprimés du château de Vaux-le-Vicomte, où aurait lieu la réception. « Tante Isabelle à côté de l'oncle Marc, ça marche ?» Sophie pointait le plan. « Où ils vont encore se disputer politique toute la soirée ?» Je répondais machinalement. Mon téléphone vibra. Message de Laurent. Cible localisée. Résidence Espérance. J'attends. « Maman, tu m'écoutes ?»« Pardon, ma chérie. Oui, c'est parler. Mais Isabelle avec les Dubois. » Sophie me regarda bizarrement. « Tu es sûre que ça va? Tu es ailleurs. Je pense juste au discours que je dois faire. Tu sais, la mère de la mariée, émotion, tout ça. » Elle sourit, touchée. « Ne me fais pas pleurer samedi. Mon maquillage va couler. » Elle continua à parler. Le menu, les fleurs, la playlist du DJ. Mais je ne l'entendais plus vraiment. Je voyais Marguerite, seule, pauvre, regardant de loin la vie que sa sœur jumelle avait volée sans le savoir. Mon téléphone vibra encore. Laurent. Elle sort, vêtements de travail, direction métro. « Maman, je peux te poser une question ?» La voix de Sophie me ramena. « Bien sûr. Tu as déjà eu des secrets? Des choses que tu n'as jamais dites à personne ?» Mon sang se glaça. Pourquoi cette question? Je ne sais pas. Parfois je me sens incomplète. Comme s'il manquait un morceau de moi. C'est stupide, non? Le syndrome du jumeau survivant. J'en avais lu des choses après la mort supposée de Marguerite. Certains jumeaux ressentent un vide, une absence, même sans savoir qu'ils avaient un jumeau. Ce n'est pas stupide, je murmurai. C'est humain. Sophie haussa les épaules. Damien dit que c'est juste le stress du mariage. Il a sûrement raison. Nouveau message de Laurent. Ligne 8, direction Ballard. Elle descend à Concorde, se dirige vers Place Vendôme, vers votre boutique. Mon cœur explosa. Sophie, excuse-moi. Un appel urgent du travail. Je reviens. Je me précipitais vers la fenêtre. Mon appartement donnait sur l'avenue Montaigne. Mais j'avais vu sur les toits jusqu'à la place Vendôme. Je pris mes jumelles, je les utilisais parfois pour observer les oiseaux rares qui nichaient sur les corniches haussmanniennes. Je scannais la place. Touristes, hommes d'affaires, limousines. Et là, près de ma boutique principale, joaillerie Beaumont en lettres dorées. Marguerite. Elle portait un uniforme bleu marine de nettoyage. Tenait un sac plastique. Se tenait devant la vitrine, regardant les colliers exposés, les bagues de fiançailles scintillantes sous les spots. Son reflet dans la vitre était fantomatique. Elle leva la main, toucha presque le verre, puis elle se retourna et regarda droit vers mon immeuble, comme si elle savait que j'étais là, que je la regardais.
Nos yeux se croisèrent à travers les jumelles, à travers la distance, à travers 40 ans de mensonges. Elle ne souriait pas, ne pleurait pas, juste me regardait, puis elle partit, disparut dans la foule. Mon téléphone, Laurent. Elle repart, direction inconnue. Je retournais au salon. Sophie rangeait les papiers. Tout va bien? Oui. Problème réglé. Mensonge, rien n'allait. Tout s'effondrait. Sophie partit vers 14 heures. À demain, maman. Répétition générale à l'église, tu n'oublies pas? Jamais. Autre mensonge. Dès qu'elle sortit, je composais le numéro de Laurent. Où est-elle? Revenue à Créteil. Elle est entrée dans sa résidence il y a 20 minutes. J'ai réussi à parler avec une voisine. Femme discrète, solitaire, travaille tout le temps. Pas d'amis, pas de famille. Elle sort peu, sauf pour travailler ou, apparemment, pour aller se promener à Paris. Se promener signifiait suivre Sophie. Laurent, je veux lui parler. Ce soir. Madame, êtes-vous sûre? Nous ne savons pas ses intentions. C'est ma fille. Je veux lui parler. Silence. Très bien. Je vous envoie l'adresse. Mais je vous accompagne. Non, seul. Madame Beaumont? Seul, Laurent. C'est un ordre. Je pris ma voiture, une Mercedes classe S noire, et conduisis vers Créteil. Le trajet prit 1 heure dans les embouteillages. Paris se transformait en banlieue. Immeubles gris, HLM délabrés, commerce aux rideaux baissés. La résidence Espérance était un bâtiment de 6 étages en béton, années 70, façade taguée. Des enfants jouaient au foot dans une cour bétonnée. Des femmes voilées poussèrent des caddies. L'odeur d'urine et de friture flottait. Ma Mercedes détonnait. Les regards se tournèrent. Je verrouillai les portières, montai au 4e étage par un escalier au néon clignotant. Appartement 4B. Je fixai la porte. Peinture écaillée. Numéro de cuivre terni. Derrière cette porte, ma fille. Ma fille volée, retrouvée, vivante. Je frappais. 3 coups. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Pas de réponse. Je frappais encore. Marguerite? S'il vous plaît, je sais que vous êtes là. Un bruit. Des pas. La porte s'entr'ouvrit, chaîne de sécurité toujours accrochée. Un œil vert me fixa, reconnu, s'agrandit. Vous. Sa voix était rauque, cassée. Vous êtes elle, la mère. Oui, ma voix tremblait. Je suis Marie-Claire Beaumont, je suis ta mère. Silence. Long, insoutenable. Puis Marguerite détacha la chaîne, ouvrit complètement la porte. Nous nous regardâmes. 40 ans de séparation entre nous. 40 ans de mensonges, de vols, de douleurs. Entrez, dit-elle finalement, avant que je change d'avis. J'entrai dans un appartement de 18 mètres carrés. Un studio exigu. Lit une place contre le mur, kitchenette avec 2 plaques, table pliante, chaise unique, fenêtre donnant sur un mur gris. L'odeur de moisi et de lessive bon marché imprégnait l'air. Un radiateur électrique ronronnait dans un coin. Mais ce qui me coupa le souffle, ce furent les murs. Recouverts de photos, des centaines, toutes de Sophie. Sophie a 16 ans, sortant du lycée Henri IV. Sophie a 20 ans, diplôme d'architecture en main. Sophie a 25 ans, inaugurant son premier projet. Sophie riant avec Damien. Sophie essayant sa robe de mariée. Sophie, Sophie, Sophie. Et entre les photos, des articles de journaux sur moi, sur mes boutiques, sur ma fortune. Des coupures soigneusement découpées, scotchées. Vous collectionnez ma vie, je murmurai. Marguerite referma la porte. Elle portait un jogging gris délavé, un t-shirt troué au col, pieds nus sur le lino froid. Ses cheveux grisonnants étaient détachés, tombant sur ses épaules osseuses. « Ce n'est pas votre vie que je collectionne, » dit-elle d'une voix sans émotion. « C'est celle que j'aurais dû avoir. » Elle alla vers la kitchenette, remplit une bouilloire électrique. « Thé ou c'est trop pauvre pour vous ?» L'amertume dans sa voix me transperça. « Marguerite, Ne m'appelez pas comme ça. » Elle se retourna brusquement. « Ce nom, vous l'avez donné à un cadavre. Un corps qui n'était pas le mien. Je ne suis pas Marguerite. Je suis rien. Une erreur administrative,
Une marchandise vendue. Tu es ma fille. Votre fille? Elle rit, un rire âpre, douloureux. Votre fille porte des robes à 5 000 €. Votre fille se marie dans un château. Moi, je nettoie des chiottes pour 800 € par mois. Elle s'approcha. Je pus voir les cernes profonds, les rides précoces, les mains abîmées par les produits chimiques. Savez-vous ce que c'est de grandir en foyer, de partager une chambre avec 10 autres enfants, d'être battu par des éducateurs sadiques, de manger des pâtes tous les jours pendant des années? Marguerite, je ne savais pas. Je croyais que tu étais morte. Morte? Elle pointa vers une boîte en carton dans le coin. J'ai retrouvé mon dossier il y a 16 ans. J'ai découvert que j'avais été volée, que ma vraie famille était riche, célèbre. Et vous savez ce que j'ai fait? Elle fouilla dans la boîte, en sortit une lettre jaunie. Me la jeta. Je la rattrapai. Papier à en-tête de Maître Durand, mon avocat. Daté du 15 avril 2009. Mademoiselle Duchamp, Madame Beaumont ne souhaite aucun contact avec vous. Votre démarche s'apparente à du harcèlement. Toute nouvelle tentative sera signalée aux autorités. Veuillez cesser immédiatement. Je sentis mes jambes fléchir. Je ne savais pas, mon avocat. Il a agi sans me consulter. Bien sûr. Son ton était glacial. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? L'avocat, le médecin, le système, jamais vous. Je dis la vérité. Je ne savais pas que tu étais vivante jusqu'à hier. Hier? Elle hurla. Les voisins tapèrent contre le mur. Elle baissa la voix, tremblante. Vous avez découvert hier. Et vous venez maintenant? Pourquoi? Parce que je suis le petit problème gênant avant le mariage parfait de votre vraie fille? Sophie est ta sœur, ta jumelle. Sophie n'est rien pour moi. Mais ses yeux se remplirent de larmes. Elle a volé ma vie. Pendant qu'elle dormait dans un berceau douillet, j'étais dans un lit d'hôpital avec 4 autres bébés hurlants. Pendant qu'elle apprenait le piano, je ramassais les restes de cantine. Pendant qu'elle voyageait en Europe, je travaillais dans des usines à 16 ans. Ce n'est pas sa faute, ce n'est pas la mienne non plus. Le docteur Lavelle. Je sais pour Lavelle. Elle cracha le nom. Je sais qu'il m'a vendue à un orphelinat pour 10 000 francs. Je connais toute l'histoire. Mais vous n'avez rien vérifié. Rien. Vous m'avez enterré et oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Ma voix se brisa. Je visitais ta tombe chaque année. Je pleurais. Je te parlais. Je demandais pardon de ne pas avoir pu te sauver. Marguerite se figea. Ma tombe? Cimetière de Thiais, section des nourrissons, une pierre avec ton nom, des roses blanches chaque 12 mars. Elle s'assit lourdement sur le lit. Ses mains tremblaient. Il y a vraiment une tombe? Oui, avec un corps qui n'était pas le tien. Un autre bébé que Lavelle a tué ou laissé mourir. Je ne sais pas. Les larmes coulèrent maintenant. J'ai pleuré ce bébé pendant 40 ans. J'ai cru qu'il était toi. Marguerite fixait ses mains. J'ai toujours pensé que vous m'aviez abandonnée, que j'étais indésirable, que vous aviez choisi Sophie et rejeté. Le déchet. Non. Je m'agenouillais devant elle. Tu n'étais pas un déchet. Tu étais ma fille. Tu es ma fille. Alors pourquoi? Elle me regarda, yeux rouges. Pourquoi je n'ai pas eu la même vie qu'elle? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, ma chérie, rien. C'est le monde qui est cruel, pas toi. Nous pleurâmes, ensemble, séparément. 40 ans de douleur déversés dans ce studio misérable. La bouilloire siffla. Marguerite se leva, versa l'eau dans 2 tasses ébréchées. Tes premiers prix. Elle m'entendit une. Pourquoi vous me suivez dans les vidéos? Je demandai doucement. Elle s'assit sur la chaise unique. Je voulais voir sa vie, comprendre ce que j'avais raté. Au début, c'était juste de la curiosité malsaine. Puis je n'ai plus pu m'arrêter. Tu veux la rencontrer? Rencontrer? Elle rit amèrement. Et dire quoi? Salut, je suis ta sœur jumelle que maman croyait morte. Elle va me prendre pour une folle. Pas si je lui explique. Non. Marguerite secoua la tête violemment. Non, 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 vous n'allez rien lui dire. Mais elle va se marier dans 2 jours. Vous voulez détruire son bonheur avec cette histoire de merde? Elle va me regarder avec pitié, ou pire, avec dégoût. Oh, la pauvre sœur ratée qui nettoie des toilettes. Non merci. Sophie n'est pas comme ça. Vous n'en savez rien.
Personne ne sait comment ils réagissent avant que ça arrive. Je bus le thé. Amer, comme cette situation. Marguerite, qu'est-ce que tu veux, vraiment? Elle me regarda longtemps. Je veux juste la voir, de près, une fois, lui parler, même si elle ne sait pas qui je suis. Juste, sentir qu'elle existe, qu'elle est réelle, ma sœur. Mon cœur se serra. Le mariage, tu comptes y aller? Je ne sais pas, peut-être, de loin, juste regarder. Et si je t'invitais, officiellement? Elle sursauta. Quoi? Vous êtes folle. Comment vous expliqueriez ma présence? Je trouverais quelque chose, une amie de la famille, une... Non, elle se leva. Écoutez, Madame Beaumont, Marie-Claire, ou maman. Ma voix se brisa sur le dernier mot. Elle détourna les yeux. Je ne peux pas vous appeler comme ça. Pas encore. Peut-être jamais. Je comprends. Vous devriez partir, avant que quelqu'un vous voie ici. Avant que votre belle vie soit salie par ma misère. Marguerite, partez! Elle ouvrit la porte. S'il vous plaît, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Je me levai, hésitai, puis fouillai dans mon sac, sortis ma carte. Mon numéro personnel. Appelle-moi, n'importe quand. Elle prit la carte du bout des doigts, comme si elle brûlait. Une dernière chose, je dis sur le seuil. Tout l'argent du monde ne peut pas racheter 40 ans, mais je vais tout faire pour que les années à venir soient différentes, si tu me laisses essayer. Elle ne répondit pas, ferma doucement la porte. Je restais dans le couloir sombre, entendant ses sanglots étouffés derrière le bois fin. Ma fille retrouvée, et elle me haïssait, peut-être à juste titre. Je conduisis dans un brouillard. Paris la nuit, lumière floue, périphérique saturé, klaxon agressif. Je ne voyais rien clairement. L'image de Marguerite dans ce studio sordide me hantait. Ses mains abîmées, ses vêtements usés, son regard. Ce mélange de haine et de désespoir. Quand j'arrivai à l'appartement, il était 22h30. Je me servis un cognac, m'effondrai dans mon fauteuil Louis XVI. Mon téléphone vibra. Sophie. « Maman, tout va bien? Tu n'as pas répondu à mes 3 messages. » Je tapais. « Pardon, chérie. Journée compliquée au travail. Dors bien, je t'aime. » Mensonge. Encore. Toujours. Je ne dormis pas. À 3h du matin, je fixais toujours le plafond. Marguerite allait-elle venir au mariage? Allait-elle faire un scandale? Révéler la vérité devant 200 invités? Sophie me pardonnerait-elle de lui avoir caché l'existence de sa sœur jumelle? À 6h, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Allô? C'est moi. La voix de Marguerite, hésitante. Je n'ai pas dormi. Moi non plus. Silence. Respiration lourde. Pourquoi vous faites ça? Dit-elle finalement. Pourquoi maintenant? Vous auriez pu rester dans votre ignorance. Vivre votre vie parfaite. Parce que tu es ma fille. Et que tu mérites mieux qu'un studio de 18 mètres carrés et un travail qui te détruit. Je ne veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de l'amour, tardif, imparfait, mais réel. Autre silence. Puis, vous m'avez vraiment visité? La tombe? Chaque année, pendant 40 ans, je t'apportais des roses blanches. Tes préférées, enfin. Celles que j'imaginais être tes préférées, puisque Sophie adorait les blanches. Un sanglot étouffé. Je déteste les roses. Je préfère les violettes. Je m'en souviendrai. Marie-Claire? C'était la première fois qu'elle prononçait mon prénom. Si je venais, au mariage, vous ne diriez rien à Sophie? Pas si tu ne veux pas. Je ne veux pas. Pas maintenant, peut-être jamais, mais je veux la voir heureuse, de près, juste une fois. Tu viendras alors, comme invitée. Je dirai que tu es une vieille amie. Personne ne croira ça, on se ressemble trop, elle et moi. Alors cousine éloignée, côté paternel. Peu de gens connaissaient toute la famille de Philippe. Elle hésita. D'accord, mais je n'ai rien apporté. Je m'occupe de tout, donne-moi ta taille. Non, je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une mère qui habille sa fille pour un mariage. Long silence. Puis, d'une voix brisée, 38. Je fais du 38, mais j'ai perdu du poids, peut-être 36 maintenant.
Je trouverai quelque chose de beau. Tu le mérites. Merci. Un murmure à peine audible. Elle raccrocha. Je restais avec le téléphone contre mon oreille, les larmes coulant librement. À 8 heures, j'appelais ma boutique personnelle sur les Champs-Élysées. Préparez-moi une sélection complète. Robes, chaussures, accessoires, taille 36-38. Élégant mais sobre. Pour une femme de 40 ans. Budget illimité. À 10 heures, Sophie arriva pour la répétition à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Damien était là, ses parents, mes autres enfants Antoine et Julien, les demoiselles d'honneur. Tout le monde riait, excité. Le père Mathieu, 70 ans, soutane noire et sourire bienveillant, nous guida. « Sophie, vous entrerez par là. Marie-Claire, vous accompagnerez votre fille jusqu'ici. Damien, vous attendrez à l'hôtel. » Je jouais mon rôle, souriais, applaudissais, mais mon esprit était ailleurs, avec Marguerite, dans son studio, me haïssant et appelant à l'aide simultanément. « Maman ?» Sophie me toucha le bras. « Le père Mathieu te demande si tu veux lire quelque chose pendant la cérémonie. »« Oh, pardon, oui, un passage de Corinthiens peut-être ? » ?»« Parfait. » Le père nota. Après la répétition, nous déjeunâmes tous dans un restaurant de Montmartre. Damian raconta des anecdotes sur leur voyage de noces prévu en Toscane. Ses parents, les Laurent, couple bourgeois de Lyon, parlèrent de leur propre mariage il y a 40 ans. C'était différent à l'époque, Madame Laurent dit. Plus traditionnel, moins, ostentatoire. Elle lança un regard vers moi. Je savais ce qu'elle pensait, que je dépensais trop, que le château était excessif, que la simplicité était meilleure. Les temps changent, je répondis poliment, mais l'amour reste le même. Sophie serra la main de Damien. Il rayonnait. Et moi, je pensais, dans 2 jours, une inconnue sera parmi nous. Une inconnue qui est la jumelle de ma fille. Et personne ne saura. L'après-midi, je récupérais les vêtements. La vendeuse avait fait des merveilles. Une robe en soie bleu nuit, coupe simple mais élégante, avec un châle en cachemire, des escarpins discrets, un sac à main sobre. « Pour qui est-ce, Madame Beaumont ?» demanda-t-elle, curieuse. « Ma nièce, elle vient de loin. » Mensonge numéro 1000. Je conduisis jusqu'à Créteil. 18 heures. Le soleil se couchait sur les HLM, projetant des ombres longues. Je montais au 4e étage, frappais. Marguerite ouvrit. Elle avait pleuré. Ses yeux étaient gonflés. « Tiens !» Je lui tendis les sacs. « Essaie. Si ça ne va pas, on change. » Elle prit les sacs comme s'ils contenaient de l'or, disparut derrière un rideau qui séparait le coin-lit du reste. Je l'entendis défaire les emballages, le froissement de la soie. Je ne sais pas comment mettre ça. Je peux t'aider ? Non, Donnez-moi 1 minute. 10 minutes plus tard, elle émergea, et je retins mon souffle. La robe lui allait parfaitement. Elle avait attaché ses cheveux en chignon bas. Même sans maquillage, même avec son visage marqué par la vie, elle était belle, digne. « Tu es magnifique », je murmurai. Elle se regarda dans le petit miroir fissuré accroché au mur. « Je ne me reconnais pas. »« C'est toi. »« La vraie toi. » Non. Elle toucha la soie. « La vraie moi nettoie des bureaux en jogging. Ça, c'est un déguisement. C'est qui tu aurais été si Lavelle ne t'avait pas volé. » Elle me regarda, yeux brillants. « Vous croyez vraiment ça ? Que j'aurais été comme elle ? Comme Sophie, comme toi. Vous auriez été vous-même, ensemble. » Elle enleva doucement la robe, la plia avec soin. « Je la porterai samedi, mais après, je la rendrai. Elle est à toi. Non, les choses comme ça ne sont pas à moi. » Elle me tendit le sac. « Gardez-la chez vous, je viendrai me changer avant. » D'accord. Je partis. Dans l'escalier, je croisai Laurent, le détective, posté discrètement. « Madame Beaumont, tout va bien ? » ?»« Oui, vous pouvez arrêter la surveillance. Je sais où elle sera samedi. » »« Vous êtes sûre ? » ?»« Certaine. » Le vendredi passa dans un tourbillon. Derniers ajustements. Livraison des fleurs, vérification du château, le traiteur, le DJ, les tables, les chaises. Sophie était fébrile, Damien stressé, tout le monde sur les nerfs. Le soir, réunion familiale chez moi. Mes 3 enfants, Damien, ses parents. Dîner décontracté. Pizza et champagne. Demain,
Sophie leva sa coupe. Je deviens Madame Laurent. Tout le monde applaudit. Antoine plaisanta. Tu vas enfin quitter maman. Sophie rit. Maman, tu vas me manquer. Tu seras à 20 minutes. Je survivrai. Mais en réalité, je pensais, tu as eu une sœur à 20 minutes pendant 40 ans, et tu ne l'as jamais su. À minuit, tout le monde partit. Je restais seule. Demain, Marguerite rencontrerait Sophie, verrait sa jumelle de près, parlerait peut-être avec elle, et personne ne saurait. Mon téléphone vibra. Message de Marguerite. Je ne viendrai pas. C'est trop. Je suis désolée. Mon cœur se serra. Je tapais. S'il te plaît, viens. Pour toi, pas pour moi. Pour voir ta sœur heureuse. Pas de réponse. J'attendis. 1 heure, 2 heures. À 2h47, mon téléphone sonna. Je viendrai, dit Marguerite. Mais si elle me reconnaît, si elle voit, elle ne verra que ce qu'on lui dira. D'accord. À demain alors. À demain, ma fille. Elle raccrocha sans répondre au ma fille. Mais elle n'avait pas protesté non plus. C'était un début. Samedi, jour du mariage. Je me réveillais à l'aube, estomac noué. Le ciel parisien était dégagé, un bleu cristallin rare pour octobre. Bon présage, auraient dit certains. Moi, je ne croyais plus au présage. À 8 heures, je pris ma voiture et allai chercher Marguerite à Créteil. Elle m'attendait en bas de sa résidence, vêtue d'un jean et d'un pull informe, un sac plastique à la main contenant probablement ses affaires de travail. Quand elle monta, l'odeur de lessive bon marché envahit l'habitacle. « Bonjour, dit-elle sans me regarder. « Bonjour, tu as dormi ?» Non, nous roulâmes en silence. Paris se réveillait lentement, boulangerie ouvrant, joggeurs sur les quais, pigeons picorants. La normalité criante contrastait avec le chaos dans ma tête. Marguerite, si c'est trop difficile, tu peux encore. Non. Elle me coupa. J'ai passé 40 ans à me demander qui elle était. Je ne vais pas reculer maintenant. Nous arrivâmes à mon appartement. Marguerite se figea dans l'entrée, observant les hauts plafonds, les moulures dorées, le lustre de Murano, le parquet en chêne massif. C'est immense. Trop grand pour une personne seule, j'admis. Viens. Je vais te montrer où te préparer. Je la guidai vers la chambre d'amis, lit queen size, salle de bain privée en marbre, vue sur les toits. Elle déposa son sac plastique sur le lit, comme si elle déposait une bombe. Je peux. Utiliser la douche ? Bien sûr. Prends ton temps. Le mariage n'est qu'à 15 heures. Nous avons toute la matinée. Elle disparut dans la salle de bain. J'entendis l'eau couler longtemps. Très longtemps. Quand elle sortit, enveloppée dans le peignoir blanc que j'avais laissé, ses cheveux mouillés tombant sur ses épaules, elle semblait différente, plus jeune, vulnérable. J'ai utilisé le shampoing et le savon. Désolée. C'est pour toi, tout est pour toi. Elle s'assit au bord du lit. Pourquoi vous faites tout ça? Après 40 ans, pourquoi maintenant? Je m'assis à côté d'elle. Gardez une distance respectueuse. Parce que j'ai perdu 40 ans. Je ne veux pas en perdre un de plus. Vous savez ce qui est drôle? Elle rit amèrement. Toute ma vie, j'ai rêvé de ce moment. Ma mère me retrouvant, me disant « Je suis désolée, je t'aime, viens vivre avec moi. » Et maintenant que c'est là, j'ai juste envie de fuir. Tu peux fuir, je ne te retiendrai pas. Je sais, c'est pour ça que je reste. Nous restâmes assises, en silence, 2 étrangères liées par le sang et séparées par la vie. À 11 heures, je commençais à me préparer. Ma robe, soie champagne, élégante, appropriée pour la mère de la mariée. Coiffure en chignon bas, maquillage discret, bijoux de ma collection privée, collier de perles, boucles d'oreilles en diamant. Marguerite me regardait depuis l'embrasure de la porte. « Vous êtes belle ?» dit-elle doucement. « Merci. À ton tour maintenant. » Je l'aidai avec la robe bleu nuit. Elle tremblait tellement que je dus fermer moi-même la fermeture éclair. Je coiffai ses cheveux, appliquai un maquillage léger, juste de quoi raviver ses traits marqués, cacher les cernes, adoucir les rides. Quand je reculai pour la regarder, mon cœur se serra. Elle était Sophie. Une version plus âgée, plus marquée, mais c'était Sophie. Les mêmes yeux, la même bouche, la même façon de pencher la tête. « Mon Dieu !» murmurai-je. « Quoi ? Tu es sa jumelle, c'est... »
Évident. La panique traversa son visage. Les gens vont voir. Ils vont poser des questions. Nous dirons que c'est un air de famille. Que tu es la fille d'un cousin éloigné de Philippe. Crois-moi, dans une famille de 200 personnes, personne ne connaît tout le monde. Elle se regarda dans le miroir, toucha son visage. Je ressemble à quelqu'un. Pour la première fois de ma vie, je ressemble à quelqu'un. Tu ressembles à ta sœur, et à moi, quand j'avais ton âge. Vraiment? J'ouvris un tiroir, sortis une photo ancienne. Moi, à 35 ans, enceinte de Julien. Marguerite prit la photo, la compara avec son reflet. C'est troublant. C'est la génétique. Tu es ma fille, Marguerite, même si 40 ans nous séparent. À 13h30, mon chauffeur nous conduisit au château de Vaux-le-Vicomte, à 50 km au sud-est de Paris. Le trajet fut silencieux. Marguerite fixait le paysage défilé, autoroute, champs, villages. Elle n'avait probablement jamais quitté la région parisienne. Le château apparut, majestueux. Architecture du XVIIe siècle, jardin à la française dessiné par le nôtre, fontaine sculptée. Des dizaines de voitures étaient déjà garées. Des serveurs en livrée installaient les dernières tables dans les jardins. « C'est là que Sophie se marie ?» Marguerite chuchota. « C'est un palais. C'est ce qu'elle voulait, un conte de fées. » Nous descendîmes. Des regards se tournèrent vers nous. Je vis quelques invités froncer les sourcils, regarder Marguerite, puis Sophie, qui arrivait justement dans une limousine blanche, puis de nouveau Marguerite. Marie-Claire. Madame Laurent s'approcha, chapeau ridicule sur la tête. Qui est cette dame? Elle ressemble étrangement à Sophie. Marguerite Duchamp, cousine éloignée du côté de Philippe. Elle vient de Marseille. Elle a insisté pour venir malgré la distance. Marguerite me lança un regard paniqué. Je lui serrai discrètement la main. « Enchantée », Marguerite murmura. « La ressemblance est frappante. » Madame Laurent nous scruta suspicieusement, puis partit. « Elle ne me croit pas », Marguerite chuchota. « Peu importe, viens. » Je la guidai vers les jardins où les invités se rassemblaient. Champagne, canapé, rire, musique d'orchestre en fond. Et soudain, Sophie apparut. Elle était radieuse. Sa robe Dior, dentelle ivoire, traîne de 4 mètres, voile en tulle, la faisait ressembler à une princesse de conte de fées. Son maquillage était parfait. Ses cheveux en boucles anglaises tombèrent sur ses épaules nues. Marguerite se figea, complètement, ne respirait plus. « C'est elle », elle murmura. « Ma sœur ?» Sophie nous vit, s'approcha, souriant. « Maman, tu es magnifique. » Elle m'embrassa, puis regarda Marguerite. Son sourire vacilla une seconde. « Oh, bonjour. Je ne crois pas qu'on se soit rencontrés. » Marguerite Duchamp, je dis rapidement. « Cousine de papa, elle vient de Marseille. » Sophie tendit la main. « Enchantée, merci d'être venue de si loin. » Marguerite prit la main de Sophie, et je vis ses yeux se remplir de larmes qu'elle retenait de toutes ses forces. « Enchantée, » elle dit d'une voix étranglée. « Tu es très belle. » « Merci. » Sophie rit, gênée. « C'est gentil. Mais je suis tellement stressée, je crois que je vais vomir avant d'entrer dans la chapelle. »« Tu vas être parfaite, » Marguerite dit doucement, « la plus belle mariée que j'ai jamais vue. »« Vous êtes adorable. » Sophie la serra brièvement dans ses bras. « Profitez de la fête !» Elle partit rejoindre Damien. Marguerite resta figée, main encore levée, là où Sophie l'avait touchée. « Elle m'a touchée, » elle chuchota. « Ma sœur m'a touchée. » Des larmes roulaient, maintenant. Je sortis un mouchoir de mon sac, le lui donnai discrètement. « Viens, asseyons-nous avant la cérémonie. » La chapelle du château était petite, intime, 150 places. Je m'assis au premier rang, côté de la mariée. Marguerite était 3 rangs derrière, entourée d'invités qu'elle ne connaissait pas. La musique commença, l'Ave Maria de Schubert. Les portes s'ouvrirent. Sophie entra à mon bras. Nous marchâmes lentement vers l'autel. Je sentais son bras trembler contre le mien. « Ça va, ma chérie ?»« Oui, maman. C'est juste tellement réel. » Nous arrivâmes devant le père Mathieu. Damien était là, les yeux brillants d'émotion. Je plaçai la main de Sophie dans celle de Damien. « Prends soin d'elle, » murmurai-je. « Toujours. » Je retournai à ma place, me retournai une seconde. Marguerite fixait l'autel, fixait Sophie,
larmes coulant librement. Personne d'autre ne semblait remarquer, ou peut-être pensait-il qu'elle était juste une invitée émue. La cérémonie commença. Lecture, vœux, anneaux, baisers. Je vous déclare mari et femme. Applaudissements. Musique joyeuse. Sophie et Damien remontaient l'allée, rayonnant. Quand ils passèrent devant Marguerite, Sophie lui sourit. « Merci d'être là, Marguerite. » Marguerite hocha la tête, incapable de parler. Dehors, dans les jardins, la réception commença. Tables élégantes, fleurs partout, serveurs circulant avec des plateaux, photos, discours, rires. Je gardais un œil sur Marguerite. Elle restait en retrait, seule, observant. Observant Sophie danser, rire, vivre. À 18h, je m'approchai d'elle. « Ça va? Je peux partir maintenant ?» Sa voix était épuisée. « J'ai vu ce que je voulais voir. Tu ne veux pas rester pour le dîner? Les discours? » « Non, s'il vous plaît, c'est trop. » Je compris. « Je vais appeler mon chauffeur. » « Non, je prendrai le RER, c'est... » « Marguerite, mon chauffeur te raccompagnera, c'est pas négociable. » Elle acquiesça, trop fatiguée pour protester. Avant de partir, elle regarda une dernière fois Sophie qui dansait avec Damien, perdue dans son bonheur. « Elle a une belle vie, » Marguerite murmura. « La vie que j'aurais dû avoir. »« Tu peux encore avoir une belle vie. »« Non, c'est trop tard pour moi. Mais elle mérite son bonheur. » Elle partit sans se retourner. Je la regardais s'éloigner vers la voiture. Ma fille retrouvée, ma fille brisée. Et Sophie, ma fille heureuse, dansait sans savoir que sa jumelle venait de quitter sa vie aussi silencieusement qu'elle y était entrée. La réception continua jusqu'à minuit. Musique, danse, champagne. Sophie était ivre de bonheur. Damien ne la quittait pas d'une semelle. Mes fils Antoine et Julien monopolisaient le bar, racontant des anecdotes embarrassantes sur leur sœur. Les invités riaient, tout était parfait. Mais moi, je voyais le fantôme de Marguerite partout, dans l'angle du jardin où elle s'était tenue, dans le reflet des verres de champagne, dans le sourire de Sophie. « Maman ?» Sophie me rejoignit près de la fontaine. Elle avait retiré ses escarpins, marchait pieds nus sur l'herbe. « Tu es bizarre ce soir. Quelque chose ne va pas ?»« Non, ma chérie, tout est parfait. Je suis juste, émue. »« Tu vas pleurer maintenant ?» Elle rit. « Garde ça pour ton discours. » Mon discours. J'avais préparé quelque chose de conventionnel. Ma fille adorée, je suis fière de toi, sois heureuse. Mais maintenant, les mots semblaient creux. À 21h, le maître de cérémonie tapa sur son verre. « Mesdames et messieurs, la mère de la mariée va nous dire quelques mots. » Applaudissements. Projecteur sur moi. Je me levai, micro tremblant dans ma main. « Bonsoir à tous, merci d'être venus célébrer ce jour magnifique avec nous. » Je regardais Sophie. « Ma fille, Sophie, tu es ma fierté. Depuis le jour où tu es née, tu illumines ma vie. » Ma voix se brisa. Je pensais à Marguerite, à l'autre bébé, celle qui aurait dû illuminer ma vie aussi. Je me souviens du jour de ta naissance. Tu es arrivée en hurlant, comme pour dire « Je suis là, monde, prépare-toi ». Et tu n'as jamais cessé de conquérir ce monde. Rire dans l'assistance. Sophie souriait, les yeux brillants. Mais ce soir, je pense aussi aux routes non prises, aux vies parallèles, aux personnes qui auraient pu être là et qui ne sont pas là. Le sourire de Sophie vacilla. Quelques invités se regardèrent, perplexes. Je pense à ceux que nous perdons en chemin, aux occasions manquées, aux mots non dits, aux amours volés. Je m'arrêtais, réalisais que je dérivais dangereusement. Mais ce soir, je repris fermement. Nous célébrons l'amour qui triomphe. Sophie et Damien, vous avez trouvé l'âme sœur. Chérissez-vous, chaque jour, parce que rien n'est garanti. La vie peut tout changer en une seconde. J'élevai ma coupe. « Au marié, répéta l'assistance. Je me rassis. Sophie me regardait bizarrement. « Maman, tu es sûre que ça va ?»« Oui, pardon, l'émotion. » Mais elle n'était pas dupe, elle me connaissait trop bien. À minuit, les jeunes mariés partirent pour leur suite nuptiale dans l'aile privée du château. Les invités se dispersèrent. Certains rentraient à Paris,
D'autres restaient dormir dans les chambres réservées. Je montais dans ma voiture. Mon chauffeur démarra. Je lui donnai une adresse qui le surprit. « Créteil, madame? À cette heure? »« Oui, 18 rue du Général Leclerc. » Nous roulâmes dans la nuit. Paris endormi, banlieue sombre. À pine heure du matin, nous arrivâmes devant la résidence Espérance. Pas une lumière. Silence. Je montai au 4e étage, frappai doucement à la porte 4B. Pas de réponse. Je frappais encore. « Marguerite, c'est moi. »« Marie-Claire ?» Un bruit. La porte s'ouvrit. Marguerite, en jogging, cheveux défaits, yeux rouges. « Qu'est-ce que vous faites là? Il est 1 heure du matin. »« Je voulais m'assurer que tu allais bien. »« Bien ?» Elle rit amèrement. « J'ai passé la journée à regarder ma sœur vivre la vie de conte de fées que j'aurais dû avoir. Oui, je vais super bien. » Elle voulut refermer la porte. Je la retins. « Marguerite, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Ma bénédiction. Ma gratitude pour m'avoir laissé jouer à la Cendrillon pendant quelques heures. Je veux savoir ce que tu ressens, vraiment. » « Vous voulez vraiment savoir ?» Elle ouvrit grand la porte. « Entrez. » J'entrai. Le studio était en désordre. La robe bleu nuit jetée sur le lit, mouchoirs éparpillés. Une bouteille de vin cheap à moitié vide sur la table. J'ai regardé Sophie danser avec son mari, avec ses amis, avec sa famille. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Elle me fixa, yeux brillants de larmes et de rage. Rien, je n'ai rien ressenti, parce que j'étais vide, comme si j'avais regardé un film sur quelqu'un d'autre. Pas ma sœur, juste, une étrangère qui partage mon ADN. Marguerite. Et le pire? Elle rit, hystérique. Le pire, c'est qu'elle a été gentille avec moi. Elle m'a remercié d'être venue, m'a serré dans ses bras. Et j'ai voulu la HR pour ça, pour être si putain de gentille alors que je lui en veux de respirer. Elle s'effondra sur la chaise. Je suis un monstre. Je hais ma propre sœur. Tu n'es pas un monstre, tu es blessé. Quelle différence? Je m'agenouillai devant elle. La différence, c'est qu'un monstre ne ressent pas de remords. Toi, tu en as. Tu souffres de tes propres sentiments. Ça te rend humaine. Je ne veux pas être humaine. Je veux juste disparaître. Mon sang se glaça. Marguerite, tu ne penses pas à... Non. Elle secoua la tête. Je ne suis pas suicidaire. Juste fatiguée. Tellement fatiguée. Je la serrai dans mes bras. Elle se raidit, puis céda, pleura contre mon épaule. Pourquoi elle et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, absolument rien. C'est le sort qui a été cruel. Nous restâmes ainsi longtemps, mère et fille, étrangères et pourtant liées. Finalement, je me levai. Viens dormir chez moi ce soir. Je ne veux pas te laisser seule. Non, je vais bien. Marguerite. S'il vous plaît, j'ai besoin d'être seule, de digérer tout ça. Je hésitais, puis acquiesçai. D'accord, mais appelle-moi demain. Promis? Promis. Je partis à contre-cœur. Dans la voiture, je demandai au chauffeur « Restez garé ici, surveillez l'immeuble. Si elle sort, suivez-la discrètement. » Madame? C'est un ordre. Je rentrai chez moi à 2 heures, épuisé, vidé. Je me déshabillai, me démaquillai machinalement. Dans le miroir, je voyais une vieille femme, 67 ans, des rides, des regrets, des secrets trop lourds. Mon téléphone sonna. Sophie. « Maman, tu dors? »« Non, ma chérie, tout va bien? »« Oui, enfin. Je voulais juste te dire merci, pour tout, pour cette journée parfaite. » Parfaite, si seulement elle savait. C'est moi qui te remercie. Tu m'as donné le plus beau cadeau, ton bonheur. Maman, ton discours ce soir. Tu parlais de quoi? Les routes non prises? Je fermai les yeux. Juste des pensées philosophiques de vieille dame. Tu es bizarre depuis quelques jours, depuis que Julien a appelé pour les vidéos. Mon cœur bondit. Quoi? Quelle vidéo? Il m'a dit qu'il t'avait montré les rushs, que tu voulais vérifier quelque chose. C'est ça qui te tracasse? Non, non. C'était juste. Un détail technique, rien d'important. D'accord. Bon, Damien m'appelle. Je t'aime, maman. Dors bien. Je t'aime aussi, ma chérie. Je raccrochais, fixais le plafond.
Combien de temps avant que la vérité explose, avant que quelqu'un fasse le lien? Marguerite ressemblait trop à Sophie. Tôt ou tard, quelqu'un poserait les bonnes questions. Et alors? Que ferais-je? Continuer à mentir? Avouer et détruire le monde de Sophie? À 3 heures, mon téléphone vibra. Message de mon chauffeur. La lumière du 4B vient de s'éteindre. Elle dort. Bien. Au moins, elle dormait. Mais moi, je ne pouvais pas. Je me levai, allai dans mon bureau, ouvris mon coffre-fort, en sortis une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Photo du jour de naissance des jumelles. Sophie dans mes bras, rose et hurlante. Et une autre photo, floue, d'un bébé dans une couverture blanche. Le bébé que je croyais être Marguerite morte. Mais maintenant, je savais. Ce bébé était quelqu'un d'autre. Une autre victime de Lavelle. Marguerite, elle, avait été emportée vivante, vendue, perdue. Je brûlais la photo dans la cheminée, regardais les flammes consumer le mensonge. Il était temps. Temps de tout dire à Sophie. Temps d'affronter la vérité. Mais pas maintenant. Pas le lendemain de son mariage. Pas quand elle était si heureuse. Bientôt. Très bientôt. Je me fis cette promesse en regardant Paris s'éveiller par la fenêtre. Le soleil se levait sur les toits. Une nouvelle journée. Une nouvelle chance. Ou peut-être juste le compte à rebours avant l'explosion finale. Dimanche. Lendemain du mariage. Je me réveillais à 10 heures, courbaturé, esprit embrumé. Mon téléphone affichait 12 messages. Sophie, Antoine, Julien, les Laurent, des invités me remerciant. Je répondis mécaniquement. Oui, c'était magnifique. Oui, Sophie était radieuse. Oui, à bientôt. Mais mon esprit était ailleurs, avec Marguerite, dans ce studio sordide de Créteil. À 11 heures, je l'appelais. Pas de réponse. J'attendis 1 heure. Rappelais. Toujours rien. À 13 heures, la panique s'installa. Je composais le numéro de mon chauffeur. « Jacques, vous êtes toujours devant l'immeuble ?»« Oui, madame. Toute la matinée. Aucun mouvement au 4B. Les rideaux sont ouverts. Des signes de vie. Rideaux fermés. Aucune lumière visible. J'arrive. 30 minutes plus tard, j'étais à Créteil. Je montais 4 à 4 les escaliers, frappais violemment à la porte 4B. « Marguerite, ouvre, c'est Marie-Claire. » Pas de réponse. Je collai mon oreille contre la porte. Silence total. « Marguerite, s'il te plaît, si tu ne réponds pas, j'appelle les pompiers. » J'entendis un bruit. Des pas traînants. La chaîne de sécurité glissa. La porte s'ouvrit. Marguerite était méconnaissable. Cheveux en bataille, visage bouffi, yeux injectés de sang. Elle portait le même jogging que la veille. L'odeur de vomi flottait. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix était rauque. « Mon Dieu, Marguerite, tu es malade ?»« Juste trop bu hier soir. Laissez-moi. » Elle voulut refermer. Je bloquai la porte avec mon pied. « Non, je ne pars pas. Pas tant que tu n'auras pas parlé. Il n'y a rien à dire. » Marguerite, mon ton la stoppa. « Hier soir, tu as dit que tu étais fatiguée, que tu voulais disparaître. Je ne te laisse pas seule tant que je ne suis pas certaine que tu vas bien. » Elle me regarda longuement, puis céda. Entrez. L'appartement était pire que la veille. Bouteille de vin vide par terre, verre cassé près de l'évier, photos de Sophie déchirées, éparpillées. Sur le mur, quelqu'un, Marguerite, avait écrit au marqueur rouge « Pourquoi elle ?» Mon cœur se serra. Marguerite. « Je sais, je suis pathétique. » Elle ramassa les photos déchirées. « J'ai pété un câble hier soir, après votre départ. J'ai déchiré toutes ces photos que j'avais collectées pendant des années. Et puis j'ai pleuré parce que je les avais détruites. » Elle s'assit sur le lit, tête dans les mains. « Je ne sais pas qui je suis. Je ne suis plus la fille abandonnée qui cherche sa famille, parce que je vous ai trouvé. Mais je ne suis pas non plus la fille retrouvée, parce que Sophie ne sait rien. Alors qui suis-je » Je m'assis à côté d'elle. « Tu es Marguerite, ma fille, la sœur de Sophie, même si personne d'autre ne le sait encore. » Encore ? Elle leva les yeux. « Vous allez lui dire ? » ?»« Oui, bientôt. »« Non !» Elle se leva brusquement. « Non, non, non ! Vous ne pouvez pas lui dire. Marguerite, elle a le droit de savoir. »
Elle a le droit d'être heureuse. Marguerite hurla. Elle vient de se marier, elle est sur un nuage, et vous voulez lui balancer « surprise ». Tu as une jumelle qui a vécu dans la misère pendant que toi tu avais tout? Ce n'est pas comme ça que… Si, c'est exactement comme ça qu'elle le percevra. Elle se sentira coupable d'avoir eu une belle vie. Elle me regardera avec pitié, et je ne veux pas de sa pitié. Et tu préfères vivre dans le mensonge? Je préfère vivre dans l'ombre. C'est là que je suis à l'aise. Nous nous affrontâmes du regard. Deux femmes têtues, deux visions opposées. Marguerite, je dis doucement, tu mérites mieux que l'ombre, tu mérites d'exister pleinement, avec ta sœur, avec ta famille. Je n'ai pas de famille. Si, moi, tes frères, Sophie, nous sommes ta famille. Vous êtes des étrangers qui partagent mon ADN. Ce n'est pas pareil. Ça peut le devenir. Si tu nous laisses essayer. Elle détourna les yeux. Je ne sais pas comment faire ça, avoir une famille. J'ai passé 40 ans seule. On apprend ensemble, lentement. Silence, long, pesant. Et si elle me rejette? Marguerite murmura. Sophie, si elle me voit et pense « je ne veux pas de cette sœur bizarre et pauvre », elle ne pensera pas ça. Sophie a le cœur le plus généreux que je connaisse. Vous dites ça parce que c'est votre fille. Je le dis parce que c'est vrai. Et parce que c'est Théa, sœur aussi. Marguerite s'essuya les yeux. D'accord, vous pouvez lui dire, mais pas tout de suite. Laissez-la profiter de son bonheur, encore 1 mois ou 2. Puis vous lui direz. D'accord, 2 mois, après son retour de voyage de noces. Et en attendant? En attendant, on se voit, toi et moi. On apprend à se connaître, vraiment. Pas juste dans la douleur et le drame. Je travaille de nuit, je ne suis pas disponible comme votre fille de la haute société. Alors on se verra quand tu seras disponible. Le matin, l'après-midi, je m'adapterai. Elle me regarda, incrédule. Pourquoi vous faites ça? Vous pourriez juste m'oublier, comme vous l'avez fait pendant 40 ans. Je ne t'ai jamais oublié. J'ai pleuré une fille morte pendant 40 ans. Maintenant que je sais que tu es vivante, je ne vais pas te perdre une seconde fois. Même si je suis abîmée, amère, difficile. Surtout pour ça, parce que tu as le droit de l'être, et parce que tu mérites quelqu'un qui t'accepte comme tu es. Marguerite fondit en larmes. Je la serrai dans mes bras. Elle sanglota contre mon épaule, corps secoué de spasmes. J'ai tellement attendu ça, elle hoqueta. Toute ma vie, quelqu'un qui me veuille, vraiment. Je te veux, vraiment. Nous restâmes ainsi longtemps, mère et fille, enfin réunies dans la vérité. Finalement, je me levai. Allez, douche, vêtements propres, on va déjeuner. Où ça? Où tu veux? Tu choisis? Elle hésita. Il y a un petit restaurant vietnamien près du métro. Pas cher. Bon. Parfait. Allons-y. 30 minutes plus tard, nous étions assises dans un restaurant minuscule, murs jaunis, table en formica, odeur de citronnelle et de New-York Mam. Marguerite commanda des nems et un faux. Je pris la même chose. C'est mon restaurant préféré. Elle dit timidement. Je viens ici chaque dimanche. La patronne me connaît. Effectivement, une femme vietnamienne d'une 60aine d'années nous apporta les plats en souriant à Marguerite. « Ah, Marguerite, aujourd'hui avec ta maman ?» Marguerite et moi échangeâmes un regard. Elle acquiesça lentement. « Oui, avec ma maman ?» C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. La patronne sourit plus largement. « Très bien, je rajoute des nems gratuits pour vous deux. » Quand elle partit, Marguerite me regarda. « Ça vous dérange pas que les gens pensent que je suis votre fille? Tu es ma fille, officiellement ou pas. » Nous mangeâmes en parlant. Marguerite me raconta son enfance par bribes. Les foyers sordides, les éducateurs sadiques, les nuits où elle pleurait seule, mais aussi les petites joies, une éducatrice gentille qui lui avait appris à lire, un livre qu'elle avait lu 100 fois, un chat errant qu'elle nourrissait. Je l'écoutais, cœur brisé. Ma fille avait survécu à un enfer que je ne pouvais même pas imaginer. « Et maintenant ?» je demandai. « Qu'est-ce que tu veux? Pour l'avenir ?» Elle haussa les épaules. « Survivre. Comme d'habitude. »« Non, je veux dire vraiment. Si tu pouvais faire n'importe quoi, être n'importe qui. » Elle réfléchit longuement. « J'aurais voulu faire des études, peut-être en littérature,
ou en histoire de l'art. J'adore lire, apprendre, mais je n'ai pas pu finir le lycée. J'ai dû travailler. Tu pourrais reprendre, il n'est jamais trop tard. À 40 ans, avec un salaire de misère. Avec mon aide, je peux financer tes études, te permettre de travailler moins, de vivre mieux. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une mère qui rattrape 40 ans de soutien manqué. Elle me fixa. Vous êtes sérieuse? Complètement. Réfléchis, dis-moi ce dont tu as besoin. On trouvera une solution. Nous finîmes le repas. La patronne nous offrit du thé au jasmin. Vous ressemblez beaucoup, elle dit en remplissant nos tasses. Même yeux, même bouche. Marguerite sourit tristement. Oui, c'est de famille. En quittant le restaurant, Marguerite me demanda « Et si Sophie réagit mal? Quand vous lui direz ?»« On affrontera ça ensemble, toi et moi. Vous croyez vraiment qu'on peut être une famille? Je crois qu'on peut essayer, et c'est déjà beaucoup. » Nous marchâmes vers le métro. Le soleil déclinait sur Créteil, teintant les HLM de rose et d'or. Marguerite s'arrêta. « Marie-Claire? Oui? Merci. Pour tout. » Tu n'as pas à me remercier. C'est moi qui devrais m'excuser, pour 40 ans d'absence. Vous ne saviez pas. Mais j'aurais dû vérifier, me battre, chercher la vérité. On ne peut pas réécrire le passé. Non, mais on peut construire l'avenir, ensemble. Elle hocha la tête. Ensemble, ça sonne bien. Nous nous séparâmes à la station. En rentrant chez moi, je me sentais légère. Pour la première fois depuis que Julien m'avait montré ses vidéos, j'avais de l'espoir. Marguerite était brisée, mais pas irréparable. Et moi, j'allais passer le reste de ma vie à la reconstruire. Ou du moins, à essayer. Les 2 semaines suivantes furent étranges. Sophie et Damien étaient en Toscane pour leur voyage de noces, envoyant des photos idylliques. Vignobles, couchers de soleil, rire. Pendant ce temps, moi, je naviguais entre 2 mondes. Le jour, j'étais Marie-Claire Beaumont, joaillière renommée, femme d'affaires respectée. Réunions, catalogues, clients exigeants. Tout continuait comme avant. Mais 3 fois par semaine, je retrouvais Marguerite. Parfois pour déjeuner dans son restaurant vietnamien, parfois pour marcher le long du canal de l'Ourcq, parfois juste pour boire un café dans mon appartement. Nous apprenions à nous connaître, lentement, douloureusement parfois. « Tu aimes quelle musique ?» je demandais un jour. « Jazz, Coltrane surtout. Je l'écoutais en boucle dans le foyer. Ça me calmait. » Sophie aussi adore le jazz. C'est génétique apparemment. Marguerite sourit tristement. On a des goûts similaires. C'est ironique, comme si nos cerveaux de jumelles compensaient la séparation. Je l'emmenais dans mes boutiques. Elle refusait d'abord, intimidée. Puis céda. « Choisis quelque chose », je dis. « N'importe quoi. » Elle regarda les vitrines, yeux écarquillés. « C'est trop, brillant, trop cher. »« Marguerite, tu es ma fille. Ces bijoux sont autant à toi qu'à Sophie. » Finalement, elle choisit une petite bague en argent avec une améthyste. Simple, discrète. « Pourquoi celle-là » je demandais. « L'améthyste est ma pierre préférée. Violette. Comme les fleurs que j'aime. » Je glissai la bague à son doigt. Elle la regarda, émue. Première fois de ma vie que quelqu'un m'offre un bijou. Mon cœur se serra. 40 ans. 40 ans sans recevoir un seul bijou, alors que sa mère était joaillière. Je l'invitais aussi à dîner dans de bons restaurants. Elle mangeait lentement, testait chaque plat avec curiosité. C'est surréaliste. J'elle dit un soir aux Fouquet's sur les Champs-Élysées. Il y a 3 semaines, je mangeais des pâtes réchauffées au micro-ondes. Maintenant, je suis ici. Tu mérites d'être ici, autant que n'importe qui. Je ne sais même pas quelle fourchette utiliser. Personne ne sait vraiment. On fait tous semblant. Elle rit. Un vrai rire. Le premier que je lui entendais. Mais tout n'était pas simple. Certains jours, Marguerite était fermée, distante. Annulait nos rendez-vous sans explication. Je respectais, lui laissais de l'espace. Un soir, elle m'appela à 23 heures. Voix tremblante. « Marie-Claire ? J'ai fait quelque chose de stupide. » Mon sang se glaça. Quoi? Je suis allée devant l'appartement de Sophie et Damien. Je voulais juste voir où elle vivait. Mais le gardien m'a repérée. Il a appelé la police. Ils m'ont interrogée. J'ai dit que j'étais perdue.
Ils m'ont laissé partir, mais... Mais quoi? Ils ont pris ma photo, mon nom, si ça remonte à Sophie. Ça ne remontera pas. Je vais arranger ça. Le lendemain, j'appelai mon avocat. Il contacta le commissariat, expliqua que Marguerite était une cousine confuse, nouveau à Paris. L'affaire fut classée, les photos détruites. Mais l'incident me troubla. Marguerite était-elle obsédée par Sophie? Dangereuse? Non. Laurent, le détective, me rassura quand je le consultais. Elle est juste, perdue, elle cherche sa place. C'est normal vu les circonstances. Elle ne va pas faire quelque chose d'irréparable? Je ne crois pas, mais gardez l'œil ouvert. Les premières semaines sont critiques. Sophie et Damien rentrèrent mi-novembre, bronzés, heureux. Ils vinrent dîner chez moi, racontèrent leur voyage en détail. « Et toi, maman ?» Sophie demanda. « Quoi de neuf pendant notre absence ?»« Pas grand-chose. Le travail, les boutiques. » Mensonge. J'avais passé 2 semaines à reconstruire une relation avec sa sœur jumelle. « Tu as l'air fatiguée ?» Sophie remarqua. « Tu devrais prendre des vacances. Peut-être, après les fêtes. » Damien parla de leur nouveau projet, acheter un appartement plus grand, avenue Foch, commencer à penser aux enfants. « Des enfants ?» Je souris. « Déjà ? On a 29 et 34 ans, c'est le bon moment. Et puis, tu voudrais pas être grand-mère ? » Bien sûr que si. Grand-mère. Marguerite aussi serait tante. Mais elle ne le saurait peut-être jamais si je ne révélais pas la vérité. Le temps filait. Décembre arriva. Paris se parait de lumière de Noël. Les Champs-Élysées scintillaient. Les boutiques débordèrent de clients, et je devais tenir ma promesse. Dire à Sophie que Marguerite existait. Mais comment? Quand? Comment annoncer une bombe pareille? Un soir, fin novembre, je retrouvai Marguerite dans un café près de Bastille. Elle semblait nerveuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» je demandai. « J'ai pris une décision. Je vais déménager. » Mon cœur bondit. « Quoi? Où? » ?»« Lyon. J'ai trouvé un travail là-bas. Même chose, nettoyage, mais mieux payé. Et surtout, loin de Paris, loin de Sophie. Marguerite? Non. Si. Elle me coupa. J'ai réfléchi. Tant que je suis ici, je vais être obsédée par elle. Je vais traîner près de chez elle. La suivre, devenir dangereuse sans le vouloir. Je dois partir. Et nous, notre relation? On peut rester en contact, téléphone, visite occasionnelle, mais je dois mettre de la distance, pour ma santé mentale. Marguerite, s'il te plaît, laisse-moi d'abord parler à Sophie. Laisse-moi lui dire la vérité. Après, vous pourrez vous rencontrer vraiment, construire une relation. Non. Si vous lui dites maintenant, elle voudra me rencontrer. Et je ne suis pas prête. Je ne le serai peut-être jamais. Tu te trompes. Peut-être, mais c'est mon choix. Nous nous disputâmes, pour la première fois, voix élevée, larmes, reproches. Tu fuis, j'accusais. Comme tu as toujours fui. Et vous contrôlez, elle riposta. Vous voulez tout orchestrer, tout gérer, mais c'est ma vie, mes choix. Elle avait raison, je voulais contrôler, parce que j'avais peur de la perdre encore. D'accord, je cédais. Pars si tu dois partir, mais promets-moi une chose. Quoi? Que tu reviendras, pour Noël, donne-moi ça. Un Noël ensemble. Après, tu décideras. Elle hésita. Un Noël. C'est tout? C'est tout. Avec Sophie? Non, juste toi et moi. Et peut-être tes frères, si tu veux les rencontrer. Mais, frères? Elle n'y avait jamais pensé. J'ai des frères. Antoine et Julien. Ils ne savent rien encore, mais je peux leur dire. Si tu es d'accord. Ils vont me rejeter. Ils ne te rejetteront pas. Ils sont bons. Comme Sophie. Elle réfléchit longuement. D'accord, Noël, mais après, je pars. Après, tu décideras, en connaissance de cause. Nous nous séparâmes ce soir-là sur un accord fragile. Noël ensemble. Puis le grand saut. Révéler la vérité à mes autres enfants. Et peut-être, si tout se passait bien, à Sophie. Mais j'avais peur. Peur que tout explose. Peur de détruire l'équilibre précaire que j'avais construit. Peur de perdre à la fois Sophie et Marguerite. En rentrant chez moi, je trouvai un message de Sophie,
Maman, on peut se voir demain? J'ai quelque chose d'important à te dire. Mon cœur se serra. Quelque chose d'important. Savait-elle déjà? Quelqu'un avait-il parlé? Marguerite avait-elle fait une gaffe? Ou était-ce quelque chose de complètement différent? Je répondis. Bien sûr, ma chérie. Déjeuner chez moi, 12h30? Parfait. À demain. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je posais le téléphone. Fixais le plafond. Demain. Demain, peut-être, la vérité éclaterait. Ou peut-être que Sophie voulait juste m'annoncer qu'elle était enceinte. J'oscillais entre espoir et terreur. Le compte à rebours avait commencé. Le lendemain, je me réveillais avec un nœud dans l'estomac. 12h30, Sophie viendrait, avec quelque chose d'important à dire. Je préparais un déjeuner simple, salade niçoise, pain frais, fromage. Tout en cuisinant, mes mains tremblaient. Allait-elle m'annoncer une grossesse, une mutation professionnelle, ou pire? Avait-elle découvert quelque chose sur Marguerite? À 12h25, la sonnette retentit. Sophie entra, rayonnante dans un manteau camel, écharpe Hermès. Elle m'embrassa. « Ça sent bon. Tu as fait ta salade spéciale? »« Oui. Installe-toi. » Nous mangeâmes en bavardant. Elle parlait de son nouveau projet d'architecture. Un immeuble écologique dans le 13e. Damien négociait un gros contrat. Tout allait bien. Puis, au dessert, elle devint sérieuse. « Maman, je voulais te dire quelque chose, et j'espère que tu ne seras pas fâchée. » Mon cœur bondit. « Quoi donc ?»« Damien et moi, on a décidé de chercher une maison, en banlieue, peut-être Versailles ou Saint-Germain-en-Laye, avec un jardin, pour les enfants qu'on prévoit. » Je respirais. Ce n'était que ça. « C'est merveilleux, ma chérie. »« Tu es sûre? Tu ne seras pas triste qu'on soit plus loin. »« Non, vous avez besoin d'espace, c'est normal. » Et puis, elle hésita. « Il y a autre chose, quelque chose de bizarre. » Mon sang se glaça. « Bizarre comment? »« Tu te souviens de cette femme au mariage, Marguerite Duchamp, la cousine de papa ?» Mes mains se crispèrent sur ma serviette. « Oui, pourquoi ?» Elle m'a écrit, un message sur Instagram. Elle dit qu'elle aimerait me revoir, qu'elle se sent proche de moi. C'est étrange, non? Mon monde bascula. Marguerite avait contacté Sophie, sans me prévenir. Qu'as-tu répondu? Ma voix était tendue. Rien encore. Je voulais t'en parler d'abord. Tu la connais bien, cette cousine? Pas vraiment. Famille éloignée. Parce que je l'ai cherchée sur Internet. Il n'y a aucune trace d'une Marguerite Duchamp dans la famille de papa. J'ai appelé tante Isabelle, elle ne sait pas qui c'est. La vérité remontait, inexorablement. Sophie. Je pris une grande inspiration. Il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Elle me regarda, inquiète. « Maman, tu me fais peur. Marguerite n'est pas une cousine. Elle est ta sœur. » Silence absolu. Sophie me fixait comme si j'avais parlé chinois. Quoi? Ta sœur jumelle. Le verre de vin de Sophie tomba, se brisa sur le parquet. Vin rouge qui coulait comme du sang. Ce n'est pas drôle, maman. Je ne plaisante pas. Ma voix tremblait. Tu avais une sœur jumelle. Je croyais qu'elle était morte à la naissance. Mais elle a été volée, par le médecin, vendue. Et je viens de la retrouver il y a 3 semaines. Sophie se leva brusquement. Tu es en train de me dire que j'ai une jumelle? Que tu as cachée pendant toute ma vie? Je ne savais pas. Je te jure, Sophie. Je croyais qu'elle était morte. Et cette femme au mariage, c'était elle? Oui. Tu l'as invitée à mon mariage sans me dire qui elle était? Sophie hurlait. Ses mains tremblaient. Son visage était rouge de colère et de choc. Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu m'as menti toute ma vie? Que j'ai une sœur jumelle qui vit dans la misère pendant que moi j'avais tout? Ce n'est pas ta faute. Mais c'est ta faute à toi. Elle pointait un doigt accusateur. Tu aurais dû vérifier, te battre, chercher. Je sais, tu as raison, j'ai échoué. Sophie s'effondra sur le canapé, tête dans les mains. Des sanglots violents la secouaient. J'ai une sœur, elle répétait. Une jumelle, mon Dieu, je m'agenouillais devant elle. Sophie,
Écoute-moi, Marguerite est brisée. Elle a vécu un enfer. Elle t'en veut. Elle t'envie. Mais au fond, elle veut juste t'appartenir, être ta sœur. Pourquoi elle ne me l'a pas dit au mariage? Elle avait peur. Peur que tu la rejettes. Peur de ruiner ton bonheur. Sophie leva les yeux, rouge et gonflée. Je veux la voir. Maintenant. Sophie, attends. Tu es en colère. Laisse-toi du temps pour... Maintenant. Son ton était sans appel. Appelle-la, dis-lui de venir, ou donne-moi son adresse. Je sortis mon téléphone, composai le numéro de Marguerite. Elle décrocha à la 3e sonnerie. Marie-Claire? Marguerite, Sophie sait. Elle veut te voir. Silence. Respiration saccadée. Comment? Comment elle a su? Tu l'as contactée sur Instagram. Merde, je ne réfléchissais pas, j'ai juste voulu... Peu importe, elle veut te voir, maintenant. Tu peux venir chez moi? Oui, je prends le RER, j'arrive dans 1 heure. D'accord, on t'attend. Je raccrochais. Elle arrive. Sophie ne répondait pas. Fixait le vide. Je nettoyais le verre cassé, le vin renversé. Le silence était insoutenable. 50 minutes plus tard, la sonnette retentit. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. J'ouvris. Marguerite était là. Cheveux attachés en queue de cheval, jean usé, pull gris, basket trouée. Elle tremblait de tout son corps. « Elle est là ?» murmura-t-elle. « Oui, dans le salon. » Nous entrâmes. Sophie se leva. Les 2 sœurs se firent face. Le silence était assourdissant. Elles se regardèrent. Vraiment. Pour la première fois en connaissance de cause, mêmes yeux verts, même nez, même bouche, même fossette au menton, même cicatrice à la sourcille. « Mon Dieu !» Sophie murmura. « C'est comme me regarder dans un miroir déformant. » « Déformant ?» Marguerite rit amèrement. « Oui, la version ratée. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas besoin de le dire, c'est évident. Arrête ça. » Sophie s'avança. « Tu n'es pas ratée, tu es ma sœur. Tu ne me connais même pas. Alors apprenons à nous connaître. » Marguerite recula. « Non, tu ne veux pas me connaître. Je suis abîmée, amère. Je vais juste salir ta belle vie. »« Ma belle vie ?» Sophie explosa. « Tu crois que je me sens bien maintenant, sachant que pendant 29 ans j'ai eu tout alors que toi, tu avais rien? Je me sens coupable, terriblement coupable. C'est pas ta faute. Ce n'est pas la tienne non plus. » Sophie pleurait maintenant. On est toutes les 2 victimes de ce médecin, de ce système. Mais on est sœurs, on est jumelles. On aurait dû grandir ensemble. Mais on ne l'a pas fait. Alors rattrapons le temps perdu. Marguerite secoua la tête. Tu ne comprends pas, je ne sais pas comment être une sœur. Je ne sais pas comment avoir une famille. J'ai passé 40 ans seule. Sophie s'approcha, prit les mains de Marguerite. Alors on apprendra, ensemble, lentement, imparfaitement, mais ensemble. Marguerite s'effondra. Sophie l'attrapa. Les 2 sœurs s'enlacèrent, pleurant dans les bras l'une de l'autre. 40 ans de séparation, 40 ans de mensonges, 40 ans de douleur. Tout coulait maintenant. Enfin, je les regardais, moi aussi en larmes, mes 2 filles, enfin réunies. « Je suis désolée, » je murmurai, tellement désolée. Sophie me tendit la main. « Viens, maman. » Je les rejoignis, les 3 Beaumont, mère et fille, enfin complètes. Nous restâmes ainsi longtemps, puis Sophie demanda « Raconte-moi tout, depuis le début. » Et Marguerite raconta. Les foyers, les abus, la solitude, la recherche, la douleur. Sophie écoutait, pleurait, serrait la main de sa sœur. « Je vais t'aider, » elle dit finalement. « Appartement décent, études si tu veux, travail moins pénible. Tu ne seras plus jamais seule. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est une sœur qui rattrape le temps perdu. » Elles se regardèrent, un sourire fragile sur leurs lèvres. « D'accord, » Marguerite murmura. « D'accord. » Ce soir-là, nous dînâmes toutes les 3. Sophie appela Damien, lui expliqua tout. Il vint nous rejoindre, choqué mais compréhensif. Antoine et Julien furent appelés. Vinrent, rencontrèrent leur sœur cachée, choqués, émus, accueillants. Noël cette année-là fut différent.
5 enfants autour de la table. Pas 4. Marguerite, timide, silencieuse, mais présente. Sophie lui offrit une clé de son appartement. « Tu viens quand tu veux, c'est aussi chez toi. » Marguerite pleura. « Merci. » Les mois suivants furent difficiles. Thérapie pour Marguerite, conversations douloureuses, crise, rechute, mais aussi progrès. Marguerite qui souriait, qui appelait Sophie, qui m'appelait maman sans hésiter. Sophie qui présentait Marguerite à ses amis. Ma sœur jumelle. On vient de se retrouver. Et moi, les regardant toutes les deux rire ensemble, jouer au Scrabble, se disputer gentiment. Mes filles, mes 2 filles, 40 ans trop tard, mais enfin ensemble. Un soir, Marguerite me demanda « Tu regrettes de m'avoir cherché ? Ta vie serait plus simple si tu étais restée dans l'ignorance. » « Non, » je répondis fermement. « Ma vie serait vide, incomplète. Tu es mon cadeau inattendu, mon miracle tardif. » Elle sourit. « Merci, pour ne pas avoir abandonné. Jamais, plus jamais. » Et je tins cette promesse, jusqu'au bout.